Donc 30 ans au département d'anthropologie. J'ai assumé un certain nombre de cours. Les deux plus importants, je vais les noter. Le premier, c'est peut-être celui d'anthropologie du Québec, parce que je l'ai donné pendant 30 ans. Et le deuxième, c'est le cours problématique que j'ai assumé pendant une quinzaine d'années à la maîtrise. Donc, c'est les deux principaux enseignements qui ont marqué un peu ma façon de voir, comme anthropologue, les réalités de la société québécoise. Et vous verrez que dans l'exposé que j'ai préparé, c'est un peu cette expérience que je vais tenter de vous véhiculer. Quand j'étais étudiant en anthropologie, j'ai appris que plusieurs auteurs, dont Claude Lévi-Strauss, à l'inspiration de qui j'ai opté pour cette discipline, estiment que les facettes sociales et culturelles de cette discipline sont celles d'une même pièce de monnaie. En d'autres termes, l'anthropologie sociale, c'est la face et la pile d'anthropologie culturelle. Et l'objet, présumément, est une culture particulière. Comme anthropologue, après plusieurs années, mais à divers titres, on les signalait tantôt, analyste, commentateur, syndicaliste, critique, dans différents lieux, j'ai été amené à décrypter un peu plus les problèmes relevant du politique. Et j'en suis arrivé à 3 constats par rapport à ces deux facettes de la même pièce de monnaie. Le premier est que la facette sociale et la facette culturelle, pour qu'elles soient d'une même pièce de monnaie, implique que cette pièce représente une même entité culturelle. Un groupe particulier. Un deuxième constat, c'est que les cultures qu'étudient les anthropologues se retrouvent au sein d'États souverains où s'activent des individus à titre de citoyens ou autres statuts sur un territoire délimité par des frontières reconnues par d'autres États souverains. Le troisième constat, c'est que ces deux premiers constats conduisent à des regards différents sur les groupes culturels comme sur les États souverains. Et ces constats ont amené à démontrer que les thèses mises de l'avant par les promoteurs de la souveraineté du Québec privilégient une lecture ethnoculturelle, voire ethno-nationaliste, du projet politique qui les anime. Ce qui est, soit dit en passant, la lecture qu'ont les Canadiens hors Québec, les Québécois qu'ils estiment être ceux d'origine canadienne-française. Comme ce contenu ethnoculturel me paraissait instituer des clivages entre les futurs citoyens d'un Québec souverain, j'ai suggéré, dans un article et aussi dans un livre, de mettre de l'avant une lecture civique du projet de souveraineté politique. Ce fut reçu assez bien au début, puis avec réserve, je dirais beaucoup de réserve de la part des ethno-nationalistes. On me qualifia de crypto-trudeauiste, de concepteur d'une nation aseptisée, de défenseur d'un patriotisme constitutionnel utopique, de lunatique qui erre en ne voyant pas qu'il y a du culturel, donc de l'ethnie, et du social, donc de la citoyenneté, dans chaque nation. Certains m'ont même dépeint comme un crypto-nationaliste. Et ce que je vous dis, ça a été écrit ça, dans des livres, dans des commentaires sur ce que j'avais fait. J'étais crypto-nationaliste parce que je faisais la promotion du français comme langue commune. Il faut le faire. Aux yeux de ces critiques, tous culturalistes, j'étais dans le champ.
et pas à peu près. J'y étais parce que j'enlevais du projet souverainiste ce qui le justifiait selon eux, c'est-à-dire l'existence d'une nation ethnoculturelle québécoise de langue française qui, hier, était reconnue comme la nation canadienne-française. Pourtant, ce que je disais était simple. Je prônais la démocratie et l'égalité des citoyens et des citoyennes. Mais en prônant cette égalité, les promoteurs de la souveraineté, je disais que les promoteurs de la souveraineté s'embourbaient en hiérarchisant les cultures et en voulant construire au Québec un vivre ensemble qui en privilégie une comme fondatrice. Ils s'embourbaient à mes yeux parce que, ce faisant, ils banalisaient la citoyenneté, donc le politique, et par ricochet, le social. Et ils injectaient des éléments susceptibles de perturber les liens entre les futurs citoyens. Et ces liens, dans un État souverain, donc un État de droit, en constituent l'assise. Et c'est ce qui rend des plus importants que tous les citoyens se sentent égaux, sauf de rares exceptions liées au passé. S'agissant de culture, dans un État de droit, il importe, ai-je ajouté, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle ne donne pas emprise à une approche substantiviste et qu'elle respecte la diversité culturelle et les minorités. Pour moi, il s'agissait là de principes fondamentaux auxquels les citoyens et les citoyennes d'un État souverain doivent s'engager, pour lesquels les citoyens doivent s'engager, car il y va du respect des institutions qu'ils créent. Et je vous dirais que depuis, je n'ai pas changé d'avis et je ne pense pas qu'un jour je changerai d'avis. En 2007, invité à commenter les concepts de relativisme et d'universalisme, j'ai signalé que depuis Franz Boas et ses disciples jusqu'au postmoderne et au tenant des Cultural Studies, ces deux concepts servent de fondement ontologique à l'anthropologie. L'un, le relativisme, nourrit l'autre, l'universalisme, dès qu'on réfère à une culture particulière, celle-ci étant reconnue par définition comme une façon d'être de l'homme. L'homme, au sens symbolique du terme. En cela, il va de soi que ces concepts imprègnent le regard des anthropologues et modèlent le savoir accumulé en anthropologie. C'est, je dirais, la première caractéristique de ces concepts. Elles fondent en quelque sorte le regard analytique des anthropologues. Il y en a une deuxième qui lui est complémentaire. Avec elle, ces concepts deviennent aussi des référents pour penser et concevoir anthropologiquement l'organisation du monde et élaborer des théories en conséquence. Et, faut-il le préciser, il s'avère que ces théories s'expriment principalement lorsque des ajustements sont en cours au sein de l'organisation du monde. Cette deuxième caractéristique est plus problématique, parce que les ajustements ne se font pas sur la base de ces fondements ontologiques de l'anthropologie. Dans un premier temps, j'entends aborder surtout ce point. Mon objectif est de mettre en relief les divergences de lecture qui découlent d'une construction du monde basée sur des cultures par rapport à une approche qui regarde ces cultures au sein d'États souverains qui, quoi qu'on en dise, demeurent la base de l'organisation du monde actuel. Cela fait, je montrerai les incidences de chacune de ces approches sur les regards anthropologiques et analogues posés sur le Québec. Et je terminerai avec le projet de loi 103, que vous connaissez peut-être tous.
On va s'amuser. Le projet de loi 103 qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Car, à mon avis, ce projet révèle très bien les enjeux de l'une et l'autre lecture. Donc, j'arrive à ma première subdivision. L'ordre mondial en gestation. Je dirais que s'il y a un point que les anthropologues partagent avec la majorité des praticiens des sciences sociales, c'est de reconnaître que la mondialisation a généré un questionnement des concepts de culture, de société et d'État, des frontières, la cohérence du vivre ensemble et les référents étatiques étant plus difficiles à cerner, ces concepts sont depuis revisités. Ils le sont parce que la fin de la guerre froide a suscité des réaménagements au sein des États souverains comme des organismes supranationaux, modifiant du coup l'assise des uns et des autres. En sciences sociales, de tels questionnements surgissent lorsqu'il y a d'importantes transformations en cours. La chute du mur de Berlin il y a 20 ans et l'implosion peu après de l'ex-URSS ont fissuré l'ordre mondial d'hier. 10 ans plus tard, l'effondrement des tours du World Trade Center a provoqué un raffermissement militaire, transformant les États-Unis d'Amérique en chien de garde du nouvel ordre mondial. Du coup, l'ordre antérieur, issu de deux blocs, le bloc capitaliste et le bloc communiste, du coup, c'est cette opposition qui est issue de la Deuxième Guerre mondiale, de l'après-Deuxième Guerre mondiale, est devenue caduque. Il faut se rappeler que cet ordre, celui des deux blocs, a remplacé celui des grands empires et avait comme trait principal d'encadrer, à quelques exceptions près, les États souverains, anciens comme nouveaux, en contenant les digressions. Aujourd'hui, ce type d'encadrement n'est plus. D'où les nombreux écarts qu'a favorisé une percée sans précédent du néolibéralisme accéléré par la dilution des États socialistes qui sont devenus des États capitalistes, et aussi la présence d'un seul chien de garde, c'est-à-dire d'un gros chien de garde, celui qui est l'armée américaine. L'ordre mondial actuel s'aménage sur ces bases. Il émerge des États riches, de plus en plus riches de leurs pauvres, et d'États appauvris ou en voie de paupérisation. Dans cet univers, les régulations sont plus aléatoires et les arbitrages imprévisibles. En fait, tout semble s'ajuster au rythme des sensibilités états-uniennes, ce qui explique certains ratés, ce qui explique aussi l'éveil de la Chine et de diverses autres puissances économiques en gestation, y compris la Russie. Mais ça explique aussi les tensions internes en effervescence au sein du pays de l'oncle Sam. Probablement, les prochaines élections du 2 novembre, je vous invite à suivre ça, vont changer la face du monde. Une percée des républicains, le 2 novembre, va faire en sorte que le président Obama va être lié mains et pieds. On n'a pas besoin de le tuer, il va être mort, politiquement. Dans le cas contraire, des grands changements pourront se manifester. Tout ça est connu, je crois. Le sont aussi les effets de la dégradation des protections sociales et des politiques mises de l'avant pour réduire les écarts entre riches et pauvres au sein des États souverains. Aujourd'hui, dans ces États, les aménagements étatiques et les buts recherchés, passés comme récents, sont remis en question. Ici, par la répression et la corruption.
cas du Québec, la corruption, c'est connu par McLean maintenant. Là, par des transferts de fonds aux entreprises, dans la dernière crise internationale, ceux qui ont tiré le plus grand avantage des erreurs qu'ils avaient commises, ce sont les grandes banques. Les levées de fonds sont venues protéger leurs pertes. Donc, des transferts de fonds vers les entreprises, et aussi, partout, il y a des remodelages qui sapent les rapports sociaux et très souvent questionnent les acquis des minorités nationales comme les attentes des Autochtones. Il en découle que le nouvel ordre mondial est générateur de tensions et d'anxiété, ce que révèle autant le désintérêt à l'égard du politique et du social, que l'accent mis sur la valorisation des quêtes identitaires et les prouesses individuelles. Ces tensions et l'anxiété qu'elle engendre, selon Clifford Geertz, un anthropologue décédé qui a fait école longtemps, ces tensions s'exprimeraient principalement au sein des États souverains du tiers-monde. États devenus, selon lui, autant de lieux complexes desquels émergent des excès de culture, des luttes intestines et des dérives de toutes sortes. Commentant ce texte, Claudio Lomez, un anthropologue mexicain, soutient que ces lieux complexes se retrouvent dans tous les États souverains et que le nouvel ordre en gestation, qui mène les assises sociales à la faveur d'une tangente culturelle, sert le capitalisme et défavorise la démocratie. Dès lors, au rêve d'hier, des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est les années de l'après-guerre jusqu'aux années 70. Rêve d'hier des 30 glorieuses, qui rêve était socialisant, développementaliste. Nous voilà dans un univers dans lequel il y a un trop plein de culture et un souci inédit de la différence. Trop plein et soucis qui pavent la voie au rabattement de l'espace public à sa plus simple expression. Selon Jonathan Friedman, ces transformations ont servi de tremplin à une élite cosmopolite qui s'est donnée comme mission de valoriser la mondialisation politico-économique actuelle en faisant la promotion d'une conception de la culture fondée sur l'hybridation et l'ouverture. Conception selon laquelle le local ne devient en fait que des actualisations du global. Avec cette conception, les anthropologues qui s'agitent avec les résistants, autochtones, minorités nationales, communautés diverses, groupements régionaux ou États souverains, ces anthropologues sont transmutés en dinosaures d'une époque révolue, alors que ceux qui s'ingénient à remanier en conséquence les assises et les visées de l'anthropologie deviennent les nouveaux prêtres de l'ère actuelle. James P. Boggs se veut l'un d'eux. Dans The Culture Concept as Theory in Context, il soutient que le concept de culture doit dorénavant se définir en tant que théorie scientifique dont l'objectif sera de reconfigurer l'ordre mondial actuel. C'est écrit en 2004. À ses yeux, cet ordre, hérité des Lumières, bloque les expressions culturelles. Aussi faut-il le remplacer par un ordre qui en fera l'assise. D'où, selon lui, la nécessité d'une théorie de la culture comme il y a eu une théorie du politique. Cette conception hyper-valorise la différence et promeut un ordre mondial qui, par définition, transposera les liens de citoyenneté dans des ghettos culturels, transformant du coup les cultures en cause, en instances
politique culturellement définie. Lake, avec cette idée, c'est qu'il faut que les États souverains actuels s'auto-sabotent afin de laisser aux théoriciens de la culture l'espace nécessaire pour édifier leur monde imaginaire. Pour moi, ce projet est irréaliste. Pensable, oui, mais à des années-lumière d'une utopie vraisemblable. Chose certaine, avec un projet de la sorte, on est loin de l'invitation de Clifford Geertz faite aux anthropologues et penseurs du monde d'aujourd'hui pour qu'ils se penchent sur les lieux complexes que sont devenus les États souverains et qu'ils imaginent des aménagements sociopolitiques qui prennent en compte leurs assises historiques comme les expressions identitaires qui s'y manifestent en vue d'échafauder des rapports constitutifs de liens sociaux. Voilà qui introduit au cadre à l'intérieur duquel se déploient les lectures des anthropologues. Le monde des anthropologues, le monde que les anthropologues regardent, la façon dont les anthropologues regardent le monde, plutôt, en est un de culture. L'organisation de l'ordre mondial repose sur la souveraineté des États existants et le respect de ces mêmes souverainetés entre elles. Ces États sont des aménagements politiques qui, pour les plus vieux, soit une vingtaine seulement à la fin du 19e siècle, se sont consolidés autour d'une culture institutionnelle valorisant un contenu plutôt homogène. Et parce que c'était à l'ère de l'industrialisation, et ce sont ces États qui se sont vus qualifiés d'États-nations, un concept qui leur est associé. Jusqu'à tout récemment, l'État-nation fut un modèle pour les États souverains apparus au XXe siècle. Ce concept d'État-nation, promu par Johann Gottfried von Herder, peut-être que je le prononce mal, l'allemand pas loin. Toujours est-il que ce personnage fut le père du relativisme culturel et a promu ce modèle qui aujourd'hui est remis en cause. Parce que, tout simplement, le monde est profondément différent de l'époque du 19e siècle. Les États souverains qui composent le monde aujourd'hui doivent de plus en plus prendre en considération les revendications citoyennes, l'expression des pratiques sociales nouvelles et la présence en leur sein de groupes culturels variés, issus de l'immigration ou autrement. Ils y sont d'ailleurs invités par une multitude d'organismes dont ils ont favorisé l'apparition sur la scène internationale. Depuis que le Monténégro est devenu État souverain en 2006, le dernier, le Kosovo est devenu un État reconnu, différent de la Serbie, mais il n'est pas accepté encore aux Nations Unies, tout simplement parce que la Serbie refuse de reconnaître le Kosovo. Donc, le Monténégro, c'est le dernier. Avec lui, il y a 192 États reconnus aux Nations Unies. En 1945, à la naissance de l'ONU, il y en avait 51. Tous les membres actuels sont de tailles différentes. Des petits États, à peine 20 000 personnes, il y en a des plus gros, 300 000. Il y en a qui sont presque pas d'armes, et d'autres qui ont beaucoup d'armes. Donc, ils se retrouvent dans un même organisme, mais avec une chose qui les caractérise, c'est de ne pas être sur un pied d'égalité, même s'ils ont des votes égaux aux Nations Unies. Certains, comme les États-Unis, comme je le disais tantôt, possèdent une armée et une puissance économique très grande. Ils ont, par définition, plus de poids. Quand le président Obama parle, il y a plus de monde qui l'écoute que lorsque c'est
président d'un petit État de 20 000 personnes. Puis, au sein de cet univers, l'ordre qui s'exprime est le produit d'aménagements découlant des rapports de force en présence. Ceux-ci s'activent entre les États et à l'ONU sous l'égide du Conseil de sécurité, voire même en aval de ce dernier dans certains cas. Et ils s'activent aussi au sein de divers organismes subalternes, l'UNESCO, l'OMS, etc. Il existe même des pouvoirs supranationaux auxquels les États souverains adhèrent. Parmi eux, il y a l'Union européenne et plusieurs entités supranationales, certaines militaires, telles l'OTAN, le NORAD, d'autres économiques, comme le Mercosur et le MENA. Et il y a aussi quelques organismes supranationaux d'ordre social et culturel. Et c'est à l'intérieur de ces États et de ces ensembles qu'ils ont constitués que s'expriment des regroupements identitaires, les cultures des anthropologues, auxquels participent des individus par naissance ou affinité. Ces États et ces ensembles ne sont pas des châteaux de cartes que l'on peut détruire d'un soufflet, ni un tout hétéroclite attaché par des ficelles très friables. Ce sont des entités politiques avec des armées et des structures économiques qui s'affichent telles et au sein desquelles s'expriment des groupes d'intérêt, s'exercent des pressions et s'affirment des valeurs à l'issue de débats, de lutte et d'engagement. C'est à l'intérieur de ce cadre que les États souverains ont adopté des règles régissant les relations entre eux et statué sur les droits relatifs aux populations qu'ils encadrent sur leur territoire. L'un des points sensibles en cette matière est la non-intervention des États tiers sur le territoire d'un État souverain. Cette non-intervention demeure toujours la règle en autant qu'un État souverain garantisse les droits fondamentaux, qui sont le droit à la vie, la propriété, etc., en fasse la promotion, possède un gouvernement, est en mesure de se défendre, donc il y a une certaine force de frappe, adhère aux lois internationales, a un système de justice, entretient des rapports diplomatiques et se conforme aux pratiques sociales, aux pratiques valorisées par la communauté internationale, notamment la protection des minorités nationales, qui inclut celle des peuples autochtones. L'après-guerre froide n'a pas conduit à l'affaissement de ces exigences. Au contraire, elle fut renforcée sans remettre en question la souveraineté politique. Il en est de même des interventions du Conseil de sécurité. Si elles se font occasionnellement sans l'accord des États visés, notamment lorsqu'il s'agit de guerre civile, de crimes, de guerre ou de livraison de biens générateurs d'armes prohibées, elles s'expriment pour des motifs de paix et le justifient. C'est aussi à l'intérieur de ce cadre que les Nations unies ont reconnu le droit à l'autodétermination en définissant les contours pour qu'il n'y ait pas de portée, exclusion faite pour les peuples colonisés, qu'en matière d'autodétermination interne. Sous cet angle, les minorités nationales n'ont de droit qu'à l'intérieur d'un État souverain, et ce droit n'a de collectif au sens où un État souverain serait dans l'obligation d'octroyer. Cet angle, les minorités n'ont de droit qu'à l'intérieur de l'État souverain, et ce droit n'a rien de collectif, au sens où un État souverain serait dans l'obligation d'octroyer un pouvoir particulier à l'une ou l'autre de ces minorités. En droit international, il n'y a que des États souverains, des minorités nationales et des peuples colonisés. Et en droit international, seuls les États souverains ont l'autorité d'octroyer un pouvoir à des minorités nationales et conséquemment aux autochtones. Ces minorités, comme les autochtones, demandent depuis plusieurs années que ces limites soient modifiées afin que soit reconnu un droit collectif permettant d'assurer leur pérennité. En dépit des différents travaux au sein d'organismes onusiens,
ce droit leur est toujours refusé. En fait, le seul droit qui demeure reconnu s'applique aux personnes s'identifiant aux autochtones, aux minorités ethniques ou même aux minorités religieuses et linguistiques. Et plus encore, ce droit est celui uniquement de pouvoir s'associer à d'autres personnes pour former des communautés en autant que soient respectées les règles propres à chaque État souverain. Et que ces règles soient aussi compatibles avec les normes internationales. Vous voyez que les cultures particulières, les groupements culturels auxquels réfèrent les anthropologues en ciblant sur ces derniers, sont encadrés dans l'organisation internationale et à l'intérieur des États souverains. En ce qui a trait au droit à l'autodétermination externe, qui est de créer un État souverain par sécession ou d'évolution de pouvoir, la reconnaissance de ce droit au seul peuple colonisé ne veut pas dire que des peuples n'étant pas colonisés soient dans l'impossibilité de se doter d'un tel État. Ils peuvent. Ils peuvent en autant qu'ils sont reconnus par l'État d'origine, qu'ils veulent quitter, ce qui leur ouvre facilement la porte à l'ONU dans ce cas, ou ils peuvent soit par la reconnaissance d'un ou plusieurs États, ce qui est le cas du Kosovo, mais ça n'ouvre pas nécessairement la porte à l'ONU. C'est le cas aussi de Taïwan, qui est reconnu par plusieurs pays, même les États-Unis financent militairement Taïwan, mais la Chine a le droit de veto sur son entrée aux Nations Unies. Parce que Taïwan a été créé comme bébé de la Chine. C'est dans cet univers global que se manifestent actuellement les freins sociaux auxquels j'ai référé tantôt, que se consolide le néolibéralisme et s'émoussent des quêtes identitaires. Trois facteurs, je dirais, à la base des lieux complexes identifiés par Goetz. Que des penseurs, anthropologues ou autres, se portent à la défense des minorités nationales, des autochtones, des cultures, des communautés culturelles, ou que d'autres promeuvent des thèses opposées, il n'y a rien là de nouveau. Le problème, à mon avis, n'est pas là. Il est dans la façon de concevoir l'organisation du monde. Comme je l'ai signalé, cette façon peut cibler une entité culturelle, dépendamment ou indépendamment de l'ensemble politique au sein duquel elle se retrouve. Dans l'un et l'autre cas, le regard posé sur cette unité sera anthropologique et conduira toutefois à des lectures assez différentes. Dans le premier cas, le regard mettra en relief les éléments constitutifs d'une culture, de la culture en cause. Comme ces cultures se retrouvent au sein d'États souverains, elles seront qualifiées d'oppressées par les États souverains ou d'oppressives selon qu'elles sont majoritaires au sein d'États souverains. Pour contrer ces expressions, la tentation sera grande de prétendre, comme le fait Boggs, que ces États sont la source de ces expressions d'oppression ou autres, et qu'il faille les remplacer par une organisation différente du monde. Dans le deuxième cas, la lecture aura tendance à faire écho à ce qui caractérise les États souverains, qui est de façonner le vivre ensemble. Elle mettra alors l'accent sur les éléments constitutifs de ce vivre ensemble, notamment les pratiques citoyennes, les liens qui s'établissent entre les citoyens de ces États souverains, etc. Secondairement, elle accordera une attention aux groupes culturels qui se retrouvent au sein d'un État souverain. Tous les débats en cours dans les pays occidentaux se jouent sur ces deux éléments. Dans ces lieux complexes, les anthropologues peuvent apporter une contribution. S'ils y promeuvent un ordre de culture, désenclavé des réalités politiques contemporaines, à mon avis, leur contribution risque d'être assez mineure. Peut-être pas dans les universités, mais ailleurs, oui. Par contre, s'ils participent
à la revitalisation des espaces communs. Elle aura pour incidence de promouvoir de nouveaux liens qui pourraient renforcer les pratiques citoyennes. Donc, de cette première partie, il ressort que les groupes culturels, pour que leur étude sociale et culturelle soient les deux faces d'une même monnaie, elles doivent être perçues comme autosuffisantes et autonomes, quasi isolées ou en isolant. Or, ces groupes, minoritaires comme majoritaires, se retrouvent au sein d'États souverains dont les règles de fonctionnement diffèrent de celles qui régentent ces groupes. C'est là un point fort important. Ceci m'amène au Québec. On va faire un saut rapide. Le Québec n'est pas un État souverain. Il y en a qui le pensent. Ce matin, je lisais dans les devoirs le philosophe Michel Seymour qui commentait sur la loi 103, et revenir, la passe tranquillement. Et dans son texte, il disait, mais le Québec a tout simplement fait comme on fait dans les pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis. Vous voyez, le lien. Le Québec, dans sa tête, n'était plus une province. La loi 103 était celle d'un pays. La loi 101 était celle d'un pays, et que la loi 103 ne pouvait pas avoir d'incidence, puisque le pays qui est Québec, le pays imaginaire, avait décidé. Le Québec n'est pas, comme je dis, un État souverain au sens des États souverains membres des Nations Unies. Depuis 1867, il est une province de l'État souverain qu'est devenu le Canada. Et cette province, comme entité politique, exerce sur la population du territoire québécois un certain nombre de prérogatives d'ordre politique, qui en fait une province détentrice de particularités historiquement reconnues. C'est à ça que je veux venir un peu. Au cours de cette histoire, des mouvements nationalitaires se sont manifestés. Ils ont engendré des projets visant à transformer le statut provincial de ce territoire en élargissant la souveraineté sur un certain nombre de dossiers ou de thèmes. Il y a aussi des mouvements qui ont voulu créer, qui veulent encore créer un État souverain, indépendant de l'État canadien. Tout anthropologue qui se penche sur le cas Québec et la population qui s'y trouve ne peut pas faire fi de ces faits d'histoire, d'autant plus qu'ils sont toujours d'actualité. Alors devient déterminant pour l'étude anthropologique de la population du Québec l'angle d'approche qu'ils vont privilégier. À ma connaissance, la majorité des recherches anthropologiques, je dis bien la majorité par prudence parce qu'il peut y avoir des exceptions, la majorité des recherches anthropologiques sur la population du Québec ont porté et portent encore sur des groupes culturels, culturellement définis. Soit les Québécois d'origine canadienne-française, les Autochtones inuits ou amérindiens, les Québécois de langue anglaise ou les Québécois originaires de l'immigration. Pour chacun de ces groupes, d'ailleurs, on a tellement poussé l'analyse qu'on est arrivé à faire des subdivisions selon les milieux. Les Canadiens français, en ville, en région, en campagne, ça fait du monde différent. On a fait aussi des subdivisions selon les lieux de provenance. La Gaspésie, la Beauce, la Basse-Côte-Nord, le Saguenay, la région de Montréal, là où il y a toutes sortes de bébites. Donc, on a regardé au travers de certaines coupures analytiques. On a aussi fait des subdivisions sur l'âge des groupes, de la population dans l'intérieur de ces groupes-là, sur le sexe, sur l'organisation sociale, la religion, et j'en passe. Il en est découlé un savoir important, révélant les comportements des groupes en question et leur relation avec les autres groupes présents sur le territoire du Québec, même si cet élément de relation avec les autres n'a pas été poussé très loin.
puisqu'il a été vu, et je reviens à ce que j'ai dit précédemment, au travers de la lutte des oppressés, des oppresseurs. Les minorités au Québec étant perçues comme oppressées par une majorité canadienne-française, québécoise d'origine canadienne-française, oppressive. Je prépare ma conclusion sur la loi 103. Donc, il en a découlé un savoir de cet ordre, et de ces travaux, toutefois, peu de travaux en anthropologie mettent en relief le vivre ensemble, les pratiques sociales et culturelles qui en témoignent, et les activités qui renvoient à la citoyenneté et aux actions collectives. C'est comme si, en anthropologie, ça faisait pas partie de ce que la caméra anthropologique permet de saisir. On a laissé ça aux autres disciplines. Sciences politiques, économie, sociologie, regardaient davantage ces réalités que ne regardaient pas les anthropologues. Pourtant, ce sont les mêmes groupes, les mêmes populations, mais les objets construits diffèrent. Et ces activités collectives sont courantes. Et aussi, elles ont donné lieu à des actions d'éclat qui ont fait les manchettes à plusieurs occasions et qui continuent de le faire. Je pense à l'émeute à la suite de la suspension de Maurice Richard. Ça vous dit peut-être pas grand-chose pour les plus jeunes, mais on en parle souvent comme étant un élément lié à une frustration symboliquement transposée dans ces émeutes-là, frustration qui était propre des Canadiens français. Moi, je vous dirais que non. Il faut être à Québec pour penser ça. À Montréal, Toe Blake, qui jouait avec Maurice Richard, puis les gens qui appuyaient Toe Blake dans le West Island, parce qu'il vient de ce coin-là, ben, ils ont été frustrés de voir que Maurice Richard avait été suspendu, mais ça ne faisait pas partie de la problématique. Une autre chose qui est un élément assez collectif, qui, moi, m'a marqué à l'époque, parce que c'est là que j'ai découvert c'était quoi un casque de mineur, c'est assez spécial, c'est la manifestation donnée aux gars de la Panne, au Forum de Montréal. 20 000 personnes se sont réunies pour appuyer les gars de la Panne, qui étaient presque tous d'origine italo-québécois, je ne sais pas si c'était une bonne expression, mais qui travaillaient dans une entreprise, La Panne, et qui ont été mis dehors parce qu'on voulait modifier les rapports avec la compagnie La Panne. C'était Pierre-Éliott Trudeau qui avait décidé ça. Ça donnait lieu à une manifestation monstre. Des gens de Québec, de partout. C'est là que j'ai vu un mineur de la BTB arriver avec sa lampe sur le front, en fait sur le casque, qui illuminait le forum à Montréal. C'était impressionnant. Bon. Mais dans la foule, il y avait toutes sortes de personnes là, qui n'avaient rien de catégorisation ethno-culturelle. Ils étaient des Québécois choqués par une décision de la sorte. Il y a eu aussi la marche du pain et des roses qui, en 1994, a regroupé des femmes de tous les milieux. Ce fut une manifestation très importante. Comme aussi l'a été celle en 2003 contre la participation du Canada à la guerre en Afghanistan. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées, toutes catégories confondues, toutes catégories anthropologiques confondues. C'était des Québécois qui, comme à l'époque de Maurice Richard, étaient contre quelque chose qui venait une décision qui venait d'être prise par le gouvernement canadien. Donc, mais à cause de la présence en nombre des Québécois d'origine canadienne-française, je les appelle comme ça, ces événements, comme les résultats des élections, sont lus toujours, presque toujours, au travers d'une lunette ethnoculturelle. Et présente la chose de telle sorte qu'on se demande si les autres Québécois n'étant pas les Canadiens français d'origine,
sont aussi frustrés. Ils le sont, mais ça ne paraît pas. Dans une lecture basée sur des approches culturelles. Aussi, en ciblant uniquement les groupes culturels du Québec, les anthropologues nourrissent ces lectures et contribuent à interpréter ce qui a cours en termes d'oppression et de revendication. Oppression des Canadiens français dans le Canada et revendication de ces derniers pour plus d'autonomie et de pouvoir. Comme si les autres Québécois ne revendiquaient pas ça aussi. Oppression des autres groupes culturels par les Québécois d'origine canadienne française lorsque les parlementaires à l'Assemblée nationale votent des lois. Pardon. Je pense que j'ai besoin d'eau. Lorsqu'ils votent des lois qui sont perçues comme celles votées par des Canadiens français, et revendications émanant de ces groupes pour que leurs pratiques culturelles soient reconnues, du moins au Québec. Avec ces lectures, on est loin de l'enjeu collectif, éminemment politique, que soulève le projet de créer un nouvel État souverain, d'instituer une nouvelle autorité et de mettre de l'avant un vivre ensemble original. On est loin parce que ces lectures conduisent à présenter ce projet comme celui d'un groupe particulier qui entend instituer un vivre ensemble, reflétant ses attentes et son trajet historique. Aussi, en 1996, en avançant que les promoteurs de la souveraineté du Québec doivent mettre de l'avant une approche civique, ça fait quand même 14 ans que j'ai écrit ça, je disais à ces derniers qu'ils doivent corriger le tir, non pas en aseptisant la nation visée, mais en la définissant en des termes politiques et en valorisant les pratiques citoyennes plutôt que de hiérarchiser les groupes culturels. En gros, je disais qu'ils devaient mettre l'accent sur les liens sociaux. À mon avis, là se trouve toujours la voie pour enclencher éventuellement un nouveau cycle de l'histoire du peuple québécois. Si cette voie n'est pas prise, on va plutôt enclencher un retour à des cycles antérieurs. En 2000, à l'occasion d'un sondage à l'intérieur duquel fut introduite une question sur l'indépendance afin de voir si elle recevait un appui différent que la question toujours posée sur la souveraineté partenariat, je fus vraiment enchanté. Ça arrive de temps en temps, c'est heureux. Je fus enchanté de constater qu'un nombre moins important de Québécois d'origine canadienne-française, 50% plutôt que 59, voteraient en faveur de l'indépendance. Donc, il y en avait juste 50 qui étaient appuyés à l'indépendance, mais 59 la souveraineté partenariat. Par contre, un nombre beaucoup plus important de Québécois de langue anglaise appuyaient le projet d'indépendance. Il y avait 15% d'anglophones qui voteraient pour, contre 5 sur la souveraineté partenariat. Et quand la question était posée à des personnes d'origine de l'immigration, les pourcentages là me faisaient un grand plaisir. Ça passait de 12 pour la souveraineté partenariat à 30% pour l'indépendance. Ce qui donnait raison un peu à ma lecture. Le projet souveraineté partenariat, souveraineté, on ne sait pas trop c'est quoi, partenariat était l'affaire des revendications, surtout des Québécois d'origine canadienne-française. Alors que le projet d'indépendance implique qu'on remanie les cartes, et là, tout le monde peut se retrouver sur un pied d'égalité. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe nécessairement, c'est l'affaire des citoyens. Voilà pourquoi il m'apparaît toujours important de lire ce qui a cours au Québec en ayant un regard qui déborde les groupes culturels, ce qui n'empêche pas d'en avoir un sur les groupes culturels,
Parce que cette lecture fait ressortir des éléments d'ordre politique que l'autre lecture ne fait pas. Et que l'autre lecture, indirectement ou implicitement, banalise. Et parce que cette autre lecture permet de révéler une façon d'être en gestation, la lecture liée au concept d'État souverain, elle permet de regarder son historicité, l'historicité du mouvement qui existe au Québec depuis longtemps et sur lequel je vais revenir plus tard. Et en assumant le cours d'anthropologie du Québec pendant un certain nombre d'années, 30 ans je crois, mais il va y avoir des trous là-dedans, c'est un peu ce genre de lecture double que j'ai tenté de véhiculer, incitant les étudiants à décortiquer ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de lieu complexe de la réalité québécoise. Mais j'ajoute que lire ainsi ce qui a cours au Québec nécessite d'introduire un objet, pas un objet non identifié, là, mais un objet non existant, qui est l'État souverain. Le Québec n'a pas ce statut. Par contre, en le postulant, ce que je fais, on peut révéler ce qui a cours au sein de l'État souverain, préciser les voies qui y conduisent et aussi identifier les éléments constitutifs d'un éventuel État semblable. Et procéder ainsi, à mon avis, est aussi valable que de découper la population en groupes culturels. En le faisant, d'ailleurs, je me suis rendu compte que cette façon de regarder le Québec vaut pour les périodes antérieures. Je suis rendu au point 3, 2. Les regards passés. Dès qu'on se penche sur les périodes antérieures, on ne peut pas ne pas être frappé de constater que leurs lectures ont presque toutes été réalisées au travers d'une lunette culturelle. Elles ont été, dirais-je, à un tel point que les promoteurs de la souveraineté en furent profondément marqués, d'où la tendance qu'ils ont eue à construire un modèle ethno-nationaliste. Divers motifs peuvent expliquer ça. Je pense que le plus déterminant est que cette lecture culturelle fut d'abord celle des conquérants britanniques du territoire de la Nouvelle-France. Ces conquérants l'ont déployée à l'occasion d'ententes avec les nations autochtones, ententes que sont les accords d'Oswegatchie. Ça dit certainement quelque chose à New York, mais probablement peu de choses à d'autres. Ces accords d'Oswegatchie ont été signés en août 1760, en fait, ont été développés en août 1760 entre les 7 nations, on appelait ça les feux, à l'époque, les feux des nations canadiennes, c'était les territoires dits canadiens, et les représentants du gouvernement britannique, le secrétaire général de la Grande-Bretagne. Ces mêmes accords ont été refaits en 1769 et la Cour suprême, cette espèce de bon Dieu actif au Canada, et la Cour suprême les a ratifiés, savez-vous en quelle année? 1994. Un an avant le référendum sur le Québec. Bizarre, hein? À la suite d'un bris des négociations entre le gouvernement du Québec, qui avait en tête Parizeau, et les populations autochtones, puisque avant ces accords, avant cette reconnaissance de la Cour suprême, il y avait des négociations qui avaient cours pour dégager des éléments d'entente éventuels entre un gouvernement souverainiste ou indépendantiste et les populations autochtones.
Vous voyez que c'est des éléments importants. Je ne pense pas qu'on en parle beaucoup dans les cours sur les Autochtones de choses semblables. Bon, cet accord de Swagachi a été fait avec les populations autochtones. L'objectif étant, pour les Britanniques, de les isoler des Français. Parce qu'avant, les populations autochtones étaient, depuis la paix des Braves de 1700, en lien avec le gouvernement, en fait, l'armée, le gouvernement français et les colons qui se retrouvaient, colons français qui se retrouvaient sur le territoire. Avec les ressortissants français, les Britanniques ont aussi négocié des ententes. Ça a donné lieu à l'Acte de Québec de 1774. Acte de Québec qui octroyait un certain nombre de pouvoirs à des ressortissants français qui étaient demeurés sur place, mais qui voulaient conserver quelques privilèges importants. Le clergé et la dîme. Sans la dîme, le clergé souffre un peu. Les seigneurs, l'essence. Sans l'essence, le seigneur perd beaucoup de seigneurie. Et les commerçants qui voulaient poursuivre les activités, notamment la famille Papy, c'est une famille historique importante dans l'histoire du Québec, qui commerçait avec les Autochtones des Grands Lacs. Donc, on a créé cet acte. L'objectif n'était pas fondamentalement de faire plaisir à ces trois catégories de personnes, mais surtout de les utiliser pour qu'elles empêchent, en les encadrant, les colons et les anciennes milices françaises qui, à l'époque, étaient sur le point de s'associer, et ce que les Britanniques voyaient le faire, aux Patriots américains qui, en 1775, sont venus avec deux régiments. Un qui était arrivé par la Beauce, puis l'autre par le lac Champlain et le Richelieu, sont arrivés pour chasser les Britanniques, l'armée britannique et les Britanniques de Nouvelle-France. Donc, l'acte de Québec, ce n'est pas un geste généreux à l'endroit d'une population particulière. C'est un geste politique pour que les dirigeants britanniques s'allient des élites locales qui vont faire la job, c'est-à-dire empêcher que le peuple, à la base, ne participe avec les Patriots américains à les évincer du territoire du Québec. Pourtant, cet acte est devenu, avec le temps, constitutif de ce qu'on appelle la nation canadienne-française. C'est au travers de ces trois points que s'est fabriquée l'idée de nation canadienne-française. Ce transfert de responsabilité a induit ces élites à prétendre que le Dominion of Canada consacre l'union entre deux nations, alors que ce Dominion, qui était encore une colonie britannique jusqu'en 1931, fut créé précisément à l'initiative de la Grande-Bretagne. Quand je dis ça, plusieurs personnes qui disent non, ça ne marche pas. Là. Il y a les pères de la Confédération qui n'ont rien à voir avec les Britanniques. Les pères de la Confédération, ils se sont réunis une fois ou deux, une fois à l'Escouassédoire, à Charlottetown, après ça à Québec, ils ont débattu. Il faut regarder un peu plus près des choses. Déjà, avant que les pères du gouvernement de l'Union deviennent des pères, il y avait dans les maritimes, dans les trois provinces maritimes, pour colonies maritimes de Grande-Bretagne,
un mouvement pour créer une alliance entre les trois, en faire une seule colonie, l'objectif étant de se prémunir d'une invasion américaine. Oups, encore les Américains. Et l'Angleterre, à l'époque, a fait des pieds et des mains pour inciter des gens du bas et du Haut-Canada, qui étaient dans le gouvernement de l'Union, d'aller à Charlottetown et essayer de voir comment on pouvait, ensemble, ces trois ex-colonies plus la colonie de l'Union, fabriquer quelque chose qui pourrait s'appeler le Dominion of Canada. Pourquoi l'Angleterre a agi de cette façon? Avant, ce qui se passe, c'est que il y a un traité de réciprocité entre les États-Unis et le gouvernement de l'Union. Traité de réciprocité qui a été signé en 1854 et qui devrait normalement se compléter. Il y a aussi aux États-Unis des tensions majeures, le président qui veut abolir l'esclavagisme. Et en abolissant l'esclavagisme, il va créer des problèmes avec les riches familles du Sud, parce que le mouvement est davantage basé dans le Nord. Or, la Grande-Bretagne a besoin de coton. Et elle va appuyer les sécessionnistes du Sud, les sudistes, dans cette guerre de sécession. Et le gouvernement de l'Union va s'en rendre compte, va arraisonner un bateau rempli d'armement et de hauts fonctionnaires et dirigeants militaires britanniques qui se dirigent vers le Sud. Et ça va créer un impact majeur. Les États-Unis vont décider de mettre fin à ce qu'on appelle le traité de réciprocité en 1864. Et là, il va y avoir un problème pour la production canadienne. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Les échanges avec les États-Unis ne fonctionnent pas. Mais surtout, la Grande-Bretagne va craindre les représailles de l'armée de l'Union, qui est une armée fortement constituée, très active, très puissante. Et les Britanniques craignent. Ils vont craindre au point où ils vont pousser pour créer le Dominion of Canada, une espèce de tampon entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est la partie nord-est qui va faire une entité politique. Et la Grande-Bretagne va aussi, pour se protéger d'une invasion éventuelle, parce qu'il y avait, elle appréhendait des plans d'invasion de l'armée de l'Union jusqu'à Londres, elle va construire des phares. Lévis, ça vous dit quoi? Les trois phares de Lévis. Regardez comment ils sont placés. Ils sont placés pour voir venir l'armée américaine et protéger, pas la population canadienne française, les Britanniques, ça, c'est un beau parti de leur préoccupation majeure à l'époque, pour servir de muraille, de blocage d'une invention éventuelle. Donc, le Canada est créé parce que l'Angleterre craint les États-Unis. Et non pas parce que les pères ont été généreux dans leur esprit et qui ont conçu le Dominion. Tout le texte de la Constitution de 1867 va être écrit par des scribes britanniques, dans des grands partis qui vont durer à peu près 1 an et demi. Et les ajustements finaux vont se faire par des négociations entre les partis. Donc, c'est un peu caricatural, mais ce que je veux dire, que l'idée qu'il y a 2 nations qui participent à la création de ce Canada, c'est faux. Il y a la nation britannique et il y a le support qu'elle reçoit à l'intérieur des colonies britanniques. Et ce support comprend un certain nombre de personnages qui vont être identifiés au Canada français. Le Dominion of Canada, comme la Constitution de 1982 et l'acte d'union de 1840, n'a rien de pacte entre 2 nations. Dans le premier cas, les députés, celui qui est le Dominion, les députés de la section Québec du Parlement du gouvernement du Québec furent seulement consultés.
S'ils étaient favorables, ça donnait lieu à 2 votes. S'ils étaient contre, là, il y avait un problème, puisque ça aurait donné comme résultat 1-1, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Union, un vote, contre l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, qui n'étaient pas très chaudes à la création de cette entité. Et dans les 2 autres cas, 1840, qui est le gouvernement d'union, et 1982, qui est celui du rapatriement de la Constitution, les élus du Québec, au Parlement du Québec, sont exclus des décisions. Vous savez, celle de 82, peut-être plus, mais en 1840, mais là, il n'y avait même plus de Parlement. Ils n'ont plus un mot à dire. Quant au peuple, qui, à mon sens, devrait constituer la base même d'une nation, il ne fut jamais invité à se prononcer dans les 3 cas. Alors, si pacte il y a eu, son fut un du silence. Ce qui explique probablement que dans les 3 cas, les pouvoirs du Québec ont été subordonnés à ceux des gouvernements institués. Alors, dans ce contexte que le Parlement canadien fasse en 1982 des Québécois d'origine canadienne-française une des composantes du multiculturalisme canadien et institue la nation canadienne comme la seule nation politique, il n'a que rendu transparent ce qu'ont occulté des élites canadiennes-françaises autoproclamées représentantes du peuple. Je dis bien autoproclamées, puisqu'il n'y a pas eu de vote en conséquence. Et ces élites ont tiré profit du rôle d'intermédiaire qu'elles ont revendiqué et qu'elles se sont vues octroyer de façon stratégique par les dirigeants britanniques et canadiens. En retour, elles durent s'investir à régenter une nation culturelle et créer un mémorial symbolique dans lequel les membres de cette nation furent invités à s'y reconnaître et à reconnaître surtout ces élites comme des leurs. Ce sont là les conclusions auxquelles je suis arrivé en analysant la façon dont la Grande-Bretagne a géré les ressortissants français et les nations autochtones depuis 1763. Et depuis quelques années, là j'ai un peu plus de temps, à la retraite, on fait ce qu'on veut. On travaille comme des fous, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Depuis ce temps-là, je m'emploie à revoir certains moments clés de l'histoire du Québec. Question de les lire sous un angle plus politique que celui auquel j'avais été initié. Et très vite, j'ai réalisé que ces moments difficiles à décoder comme enjeu politique, que ce sont des moments très difficiles à décoder comme enjeu politique. Par contre, j'ai persisté et réussi parfois à y voir clair. Je vous donne quelques exemples. Le premier est la reddition de Montréal, le 8 septembre 1760. À mes premières lectures, j'ai appris que les milices canadiennes avaient cessé de supporter les troupes françaises. Cessé de supporter. Après avoir lu l'œuvre posthume de Louise Deschaines, j'ai eu des doutes. Louise Deschaines est une historienne qui a écrit sur tout le régime français et les rapports entre l'armée, les colons et le roi de la France. J'ai eu des doutes car, dans son livre, elle montre avec clarté que ces milices y furent impliquées jusqu'à la toute fin. Donc, pourquoi ont-ils cessé de supporter les troupes françaises? Je me suis posé cette question-là. Il me semble que c'est la question importante à poser et j'ai mieux compris. En 1760, ordre est donné par le roi d'Angleterre de finir l'affaire en Nouvelle-France. En fait, de régler le cas. Il avait lancé une attaque importante en 1759, pris contrôle de tout ce qui était de Québec vers le sud, vers l'est,
Mais il n'avait pas réussi à prendre le contrôle de certains points forts dans les Grands Lacs, à Montréal et sur le Richelieu. Donc, il fallait procéder à finaliser la job. Dès 1760, à l'été 1760, les troupes britanniques attaquent sur 3 fronts. Le sud-ouest par le lac Champlain, l'ouest par les Grands Lacs et l'est en provenance de Québec après l'arrivée de renforts forçant Lévis à se replier sur Montréal. Et peu avant la reddition, les nations autochtones concluent les accords de Oswegatchie en août 1760. Au même moment, Murray, qui est l'homme fort, le général de l'armée britannique qui arrive de Québec avec ses renforts, Murray descend sur le fleuve vers Montréal et brûle maisons et écoles sur son passage, comme ce fut la pratique en 1759, sur les 2 rives de la région de Québec. Puis, au début de septembre, le fort Chambly passe aux mains, je suis très long, passe aux mains des troupes britanniques. Dans un tel cas, les milices, découvrant qu'il n'y a pas d'issue militaire possible, lèvent le pied. C'est fort simple à comprendre. Je vois l'heure, je vais accélérer. On peut trouver des liens semblables dans l'analyse des événements de 1775-76, dans la lecture que l'on présente des rébellions de 1837-38, où on met davantage l'accent sur ce qui se passe en milieu ethno-culturel canadien par rapport à ce qui se passe ailleurs, notamment à Oldtown, où va avoir lieu la bataille décisive, dont on parle très peu. Donc, l'ensemble de ces lectures, il ressort souvent que les luttes du peuple québécois sont discréditées, alors que sont valorisées les liaisons des élites aux détenteurs du pouvoir. Discrédit qui vise à freiner tout projet de renversement de leur en place et valorisation qui transforme ces élites en modèles à suivre. De ce bref écho du passé, il ressort qu'une approche qui décortique les comportements au sein des groupes culturels enferme le politique à l'intérieur du culturel, alors que dans la majorité des États souverains, il est construit, ce politique, au-delà des éléments qui particularisent un groupe culturel. Donc, ce sont ces points-là que je voulais signaler. En gros, que l'objet ciblé débouche sur des construits, des savoirs savants qui ne sont pas du même ordre, qui font que les lectures des anthropologues peuvent à la fois participer à un ordre en place ou tenter de renverser cet ordre en place, dépendamment du regard que l'on regarde. Cela étant, je vais conclure sur ce que j'ai annoncé. Je tourne des pages. À l'aide d'un dossier chaud qui est celui du projet de loi Santour, que vous connaissez peut-être. Ce projet vise à donner une réponse du gouvernement du Québec à la décision des juges de la Cour suprême de déclarer inconstitutionnelle la loi 104, votée à l'unanimité en 2002, à l'unanimité par les parlementaires de l'Assemblée nationale. Cette loi 104 venait boucher un trou qui était apparu dans la façon dont les groupes qui ont accès aux écoles du réseau anglophone et aux écoles du réseau francophone pouvaient dévier. Et ce sont les écoles qu'on appelle les écoles passerelles qui étaient ciblées. La loi 104 venait contrer l'utilisation des écoles passerelles par des parents, surtout des parents francophones, des parents issus d'immigration ou des parents anglophones nés hors Canada. Ces parents-là utilisaient les écoles passerelles. Ces parents-là sont obligés, par la loi 101, d'envoyer leurs enfants dans les écoles de langue française. Avec les écoles passerelles, ils
les envoyaient un bout de temps, puis ensuite demandaient d'être insérés dans le réseau d'école anglaise. C'était un moyen pour eux de dévier ou de transiger autrement la loi 101. Dans leur jugement, les juges disent que le feu rouge que transgressent des parents après avoir regardé de chaque côté de la rue transversale, ils arrivent à un feu rouge qui est le refus d'entrer dans le réseau anglophone. Ils regardent de chaque côté, ils passent, le feu est toujours rouge, ils passent une fois, deux fois, trois fois, et là, ils ont quasi un droit acquis, ce que les juges disent. Ils pourront faire valoir qu'ils étaient pressés, qu'il y avait toutes sortes de choses qui faisaient qu'ils ont voulu transgresser un feu rouge avec leurs enfants pour avoir accès à l'école. Et si cette transgression donne lieu à des comportements importants, à des pratiques, les juges disent que le gouvernement du Québec devrait fournir à ses parents, comme à leurs enfants, des manettes pour changer les feux. Quand ils vont arriver sur un feu rouge, ils vont juste à cliquer sur la manette, puis le feu va devenir vert, puis ils vont passer. Et pour avoir accès à cette manette-là, on leur dit passez sur le feu rouge pendant 3 ans. Si vous passez pendant 3 ans, voilà, vous avez en prime une manette. Ils y arrivent, bizarrement, en recourant à des clauses de la Constitution canadienne de 1982 relatives aux droits des parents canadiens de langue anglaise et française d'éduquer leurs enfants dans la langue de leur choix. Comme il y a au Québec cette fameuse loi 101, puis la loi 104, ils se sont demandé si certaines transgressions, passage à un feu rouge, pas trop achalandé, si certaines transgressions mettent en péril les objectifs recherchés par la loi 101. Comme ça ne leur a pas semblé le cas, ils ont invité les parlementaires québécois à donner ces manettes. Pour bien comprendre tout ça, il faut se rappeler que la loi 101 a été conçue dans les années 1970 pour empêcher des transferts linguistiques et intégrer les immigrants au réseau de langue française dans le respect des règles reconnues au sein des États souverains. En ce sens, cette loi présageait un peu de ce qui aurait cours dans un Québec souverain. En 1982, le Canada, qui est un État souverain, rapatrie sa constitution sans l'aval des parlementaires de l'Assemblée nationale et y insère les règles qui s'appliquent à tous les citoyens canadiens. La décision des juges s'inspire de ces règles de la Constitution canadienne et elle dit tout simplement aux parlementaires québécois qu'ils ne peuvent pas exercer une autorité identique à celle du Canada. En gros, qu'ils sont des provinciaux. Point à la ligne. Et elle les invite à se subordonner à l'autorité canadienne, car pour les juges, la loi 104 pêche par excessivité. Et qu'au Québec, les transgressions de parents ne portent pas atteinte aux objectifs culturels recherchés par cette loi. En quelque sorte, les juges disent aux parlementaires que leur loi ferait sens seulement s'ils sont des parlementaires d'un État souverain. Vous voyez l'importance des deux regards qui se jouent là-dedans. Comme ils ne sont pas des parlementaires d'un État souverain, au Canada, leur loi 104 est considérée comme protégeant indûment un groupe culturel, surtout une majorité culturelle dans une province. Et pour la logique canadienne, cela est inacceptable. Il faut voir que cette logique est construite au travers d'un regard culturel sur la population du Québec. Que peuvent faire les parlementaires québécois? Ce sont les enjeux actuels.
adopté la loi 103, c'est la loi du Parti libéral. Adopté, comme le proposent plusieurs ethno-nationalistes, une loi astreignant les écoles privées non subventionnées, parce que c'est ça les écoles passerelles. Donc, l'astreinte à la loi 101. Il y aurait là, à mon sens, un débordement ethno-nationaliste, dans la mesure où, dans tous les pays existants, il y a toujours permission aux parents qui veulent financer la formation de leurs enfants de le faire dans la langue de leur choix. Donc, ce droit-là est reconnu dans tous les États occidentaux. Donc, amener une approche comme celle propose le Parti québécois en particulier, serait aller à l'encontre d'un droit existant dans des pays réels. Autre approche, ce serait d'utiliser la clause non-obstant, prendre l'approche développée par Louis Bernard qui consiste à resserrer tellement les règles qu'au total, il n'y aura pas grand monde qui aurait des manettes. Il y en aura peut-être 3 ou 4 qui se promèneraient avec une manette, pas plus. Donc, ça sera des cas d'exception. Ou, comme le suggère aujourd'hui dans le devoir Michel Seymour, remodeler autrement toute l'approche pour faire en sorte que la loi 104, qui est inconstitutionnelle, redevienne une loi 104.2. C'est à peu près le genre de propos qui tient. Personnellement, je trouve ces approches trop associées à la Constitution canadienne. Si l'Assemblée nationale n'a pas accepté la Constitution canadienne, pourquoi jouer dedans? Donc, la meilleure approche qui me semble, c'est tout simplement de réactiver la loi 104 et faire un téléné aux juges. Leur dire, ici, ça ne se passe pas de même. Salut. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Surtout que, lorsqu'on regarde la représentation des députés à l'Assemblée nationale, le Parti libéral n'a reçu en 2008 qu'un support de 42% de l'électorat, alors que les partis d'opposition qui sont dans l'opposition ont reçu 58% du support électoral. Sur cette base, qui est reconnue dans les régimes républicains, mais pas reconnue dans le système britannique qui est le nôtre, sur cette base, les députés de l'opposition pourraient présenter une motion semblable. Et je pense qu'en le présentant, on ouvrirait une autre page de l'histoire du Québec, parce qu'elle se construirait sur des bases politiques plutôt que sur des bases culturelles. Voilà.